Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui on va parler de mémoire. Alors pas la tienne, celle de tes cartes. Alors que signifient les petits chiffres qu'il y a là-dessus sur les cartes et tout ça, et surtout quelle carte choisir suivant ce que tu veux faire, les avantages de l'un, l'inconvénient, voilà, on va voir tout ça en détail. Mais n'oublions pas que mes vidéos sont sponsorisées par Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Donc je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Je te dis déjà quand même 3 petits points. Le premier, si tu t'inscris de ma part, tu recevras un super bouquin avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu voulais te financer par CPF, compte personnel de formation, et tu allais partir à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Par contre, on peut faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point important, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, eh bien, tu ne pourras plus avoir un financement à 100%, sauf si tu es demandeur d'emploi. Donc, même chose, inscris-toi au plus vite, même si tu fais la formation une fois la loi appliquée. L'important, c'est la date d'inscription. Mais je te parle de tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors, il existe plein de types de cartes, les SD comme j'ai ici, les Compact Flash, les CF Express, Sony avait des memory sticks, etc., etc. Mais ce que je vais te raconter, l'important, c'est pas la forme de la carte, mais les informations qu'il y a dessus et l'usage que tu vas en faire. Donc moi, j'ai que des cartes SD dû aux appareils photo que j'utilise, mais les appareils que j'utilise pour photo et pour vidéo, mais le principe est le même. Donc peu importe si tu as des compacts flash, les informations seront similaires, donc tu comprendras ce qu'il faut que tu choisisses. Voilà, donc rentrons dans les détails. Alors super important, il faut absolument que tu lises le mode d'emploi de ton appareil photo, parce qu'il est indiqué quelle est la carte recommandée par le fabricant. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à ne pas lire. Ils achètent la mauvaise carte alors que c'est déjà indiqué carte minimum, le format, la vitesse minimum, la capacité recommandée et tout ça. Donc c'est vraiment important que tu lises ça parce que sinon c'est de l'argent souvent qui est fichu en l'air. Okay, donc lis bien ton manuel, ton mode d'emploi et ils indiquent. Quelquefois ils indiquent même des marques. Okay, alors maintenant on va rentrer dans les détails. J'avais déjà dit avant qu'on rentre dans les détails, mais là on attaque vraiment. Voilà, mais c'est important. Lis le mode d'emploi, ce qu'il recommande. Et aussi va sur le site web du fabricant ou sur des forums spécialisés. Souvent il y a des gens qui ont essayé telle ou telle marque et ils vont aussi t'indiquer ce qui va mieux, ce qui va moins bien et tout ça. C'est super important. Bon, alors regardons la carte. Alors, tu vois qu'il y a plein de petits numéros en tout genre. Alors, je vais te faire un gros point en place parce que je crois que là, ça va être, je sais pas si tu vas voir quelque chose de bien, ok. Alors, normalement, tu as la marque. Après, il y a des marques, pardon, qui mettent des numéros. Mais là, c'est du pur marketing pour séduire avec des chiffres que tu dis waouh. Par exemple, Lexar met 633X, donc 633 fois. Ça veut dire quoi? Ben, ça dépend avec quoi il compare. Donc, comme tu ne sais pas avec quoi il compare, ben, tu ne sais plus. Ou 1800X ou 2000X. Non, ça te donne une référence de la carte. Donc, par exemple, Lexar professionnel 633X, Sandmark mais Extreme Pro. Bon, voilà, ça c'est pas vraiment le plus important, sinon c'est un petit peu une référence, quelle carte tu es en train d'acheter. Mais il y a des numéros qui sont plus importants. Souvent on te dit, ah mais il te faut une carte classe 10. Ça ne veut plus rien dire. À une époque, oui, ça voulait dire quelque chose. Classe 10, ça veut dire minimum un transfert de 10 MB par seconde. On verra après la différence entre mégabytes et mégabits, parce qu'ils sont un peu perdus avec ça. Mais maintenant, ce sont pratiquement tous des classes 10. Tous les appareils photo demandent classe 10. Donc, si tu achètes une classe 10 en pensant que ça va être suffisant pour que ça marche, eh bien, tu risques d'avoir une grosse déception. Ça ne va pas forcément aller. Mais après, il y a d'autres numéros qui arrivent dessus. Voilà. Alors, on va aller dans l'ordre. Tu as la capacité. Là, ça marque 64 Go, là c'est 16 Go, j'ai des 128 dans le Lumix qui est en train d'enregistrer. Et ça veut dire la capacité, combien il y a d'espace dans ta carte, ok, des gigabytes, ok. Donc, ça dépend de ce que tu vas faire. Si tu fais de la vidéo et tu vas faire des vidéos de prise continue de 30 minutes par exemple, ou 40 minutes, eh bien, il faut énormément de capacité parce qu'il faut que toute ta vidéo, si tu la coupes pas en route, tienne sur ta carte. Par contre, si tu fais de la photo, eh bien, tu n'as pas forcément besoin d'une carte énorme. D'ailleurs, beaucoup de gens font une erreur. J'envoie un petit salut complètement désolé à cette personne que j'ai lu aujourd'hui sur un groupe qui dit qu'elle avait perdu 5500 photos sur sa carte de 128 Go en faisant que de la photo. Ça, c'est une erreur. Tu ne devrais jamais prendre une carte de 128 ou 250 Go pour faire de la photo. Tu devrais avoir plusieurs cartes de 32, de 64 ou de 16. Pourquoi? Parce que d'abord, s'il y a un problème qui peut être électronique, tu perds toutes tes photos. En vidéo, tu n'as pas le choix, tu perds tout aussi, mais si tu qu'une prise ou deux prises, tu n'as pas trop le choix de toute façon. Si tu as
besoin de faire des photos ou fait beaucoup de photos, vaut mieux avoir plusieurs cartes. La carte n'a pas forcément un problème électronique, ça peut être physique, elle tombe de ta poche, tu ne t'es pas rendu compte, tu l'as perdue dans la nature, tu as perdu toutes les photos qu'il y avait dessus. Alors si tu as plusieurs cartes, si tu en perds une, c'est dommage, mais tu n'as pas tout perdu. Ou simplement, elle tombe par terre, tu marches dessus, tu la plies, et c'est très compliqué de récupérer les informations qu'il y a dessus, ou alors il faut payer un spécialiste qui peut coûter une petite fortune. Donc, c'est important. Ne prends pas des cartes avec une capacité supérieure à tes besoins. En photo, il vaut mieux avoir plusieurs cartes de 64 qu'une seule de 128 ou de 256, ou plusieurs cartes de 16 et tout ça. Alors attention, suivant la capacité, il peut y avoir d'autres facteurs qui rentrent en jeu. La vitesse d'écriture et de lecture, on va voir ça tout de suite, n'est pas forcément la même sur des cartes de petite capacité que de grande capacité. Okay, mais important, ne surdimensionne pas ta capacité de carte. Alors, après, il y a un truc qui est important, c'est la vitesse d'écriture et de lecture. Malheureusement, tu vois, par exemple, j'ai marqué 70 mégabytes, je ne sais pas si ça me fait la mise au point, 170 mégabytes par seconde. Là, c'est marqué 300, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est la vitesse de lecture, en fait, et non pas d'écriture. Donc ça, c'est important quand tu vas télécharger tes photos sur ton ordinateur. Plus ça va être une vitesse de lecture rapide, plus ça va être rapide de transférer tes fichiers. Par contre, l'important, ça serait plutôt l'écriture. Et malheureusement, beaucoup de fabricants ne l'indiquent nulle part. Donc, il faut faire quelques petites recherches. Sur la page du fabricant, quelquefois, c'est marqué, mais sur la carte même, souvent, c'est pas écrit. Donc, tu ne sais pas si ça va être un plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette vitesse d'écriture? Pourquoi c'est important? Les gens, tout de suite, pensent à la vidéo. Et en fait, la vidéo, c'est important, la capacité, il y a d'autres facteurs aussi qui sont importants. Mais en vitesse d'écriture, c'est pratiquement plus important si tu as un appareil photo qui a une haute résolution, je ne sais pas moi, 40 millions de pixels par exemple, et tu fais de la rafale. Parce que quand tu fais de la rafale, ça va remplir tout de suite la mémoire tampon ou rapidement. C'est une mémoire qui est interne à ton appareil photo et après, elle doit se décharger ou s'écrire sur la carte. Plus ta vitesse d'écriture va être élevée, plus ton tampon va se libérer rapidement pour pouvoir continuer à faire des photos. Donc ça, c'est important, la vitesse d'écriture. Mais ta rafale ne va pas être plus rapide ou moins rapide en fonction de la vitesse d'écriture. Simplement, l'appareil sera libéré plus rapidement. Tu vois la différence? C'est pas petit, hein, parce qu'il y a des gens qui achètent une très haute vitesse d'écriture et ça ne va pas aller plus vite que l'appareil, ça c'est clair. Par contre, l'appareil sera libre plus rapidement. Voilà. Après, quand tu regardes, là, ça marque, par exemple, ça marque SDXC1 et là, ça marque SDHC. HC, ça veut dire High Capacity, grande capacité, et pourtant, ce n'est pas la plus grande. Ce sont des cartes qui vont de 2 à 32 Go et la manière de formater la carte, c'est ce qu'on appelle FAT32, qui a un énorme inconvénient. La taille maximum d'un fichier est de 4 Go. Donc quand tu fais de la vidéo par exemple, quand ça arrive à 4 Go, de manière transparente, ça fait un deuxième fichier, puis un troisième, puis un quatrième. Alors quand tu vas faire le montage de ta vidéo, ça peut être un problème. Pourquoi? Simplement parce que tu vas être, si tu as par exemple une bande son qui est enregistrée sur un enregistreur séparé, tu peux avoir un seul fichier son et plusieurs fichiers vidéo. Donc après pour synchroniser, c'est un peu le bazar. Voilà. Par contre, les cartes X qui commencent à 64 Go et qui vont jusqu'à 2 TB, c'est des XC, c'est-à-dire Extreme Capacity, je crois que ça veut dire. Et là, il n'y a pas le problème du système de formatage en FAT32, ce qui fait que tu n'auras pas de limite de fichier. Le fichier peut durer 16 Go ou 20 Go sans problème. Voilà. Donc ça, c'est important. Ce choix est une information importante. Ensuite, tu vas voir qu'il y a marqué un petit U. Tu vois, un petit U qui est là. Là, ça marque U3. Là, ça marque U1. Et en fait, ça correspond à la capacité UHS. Donc, un 3, ça veut dire ça va faire minimum 30 MB par seconde. Un 1, ça va faire minimum 10 MB par seconde. Alors, en plus de ce U, il y a le format UHS. Tu as le UHS 1 qui a une seule rangée de contacts et l'UHS 2 qui a 2 rangées de contacts. Avec 2 rangées de contacts, la vitesse de transfert va être beaucoup plus rapide. Mais attention, si tu as dit je vais acheter une carte UHS 2 parce qu'elle est plus rapide, il faut aussi que ton appareil photo supporte ce genre de carte. Parce que sinon, tu ne vas pas profiter. Alors, je ne sais pas si ça va marcher en n'utilisant qu'une rangée, je crois en fait, mais ça ne va pas profiter de la deuxième rangée, donc tu as dépensé de l'argent pour absolument rien du tout. Voilà, donc c'est important. Si ton appareil supporte des cartes UHS 2, tu peux mettre une 1,
Mais si elle ne supporte pas la 2, je ne sais plus si tu peux la mettre, mais en tout cas, si tu la mets, tu ne vas pas en profiter. Donc, ne dépense pas plus que nécessaire. Ok. Mais avec l'UHS2, ça va écrire plus vite. Après, il y a, j'ai oublié de le dire avant, la différence entre les mégabytes et les mégabits. Beaucoup de gens disent, ben voilà, là c'est marqué 300 mégabytes par seconde. Ben c'est pas bon parce que moi je suis en train de faire de la vidéo à 800 mégabytes par seconde. Non, tu ne fais pas de la vidéo à 800 mégabytes par seconde, tu fais de la vidéo à 800 mégabits par seconde. Ça veut dire quoi ça? Ben, en fait, c'est parce que 1 mégabyte, c'est 8 mégabits. Ok, 1 byte, c'est 8 bits. Ça veut dire que si tu fais de la vidéo à 800 mégabits, eh bien, tu peux avoir une vitesse d'écriture de 100 mégabytes qui sera correcte. Mais attention, l'écriture, c'est dans les conditions les plus optimum. Donc, il faut toujours que tu prévois une marge. Alors, tu n'as pas besoin d'une 300 mégabytes si ta vitesse d'écriture nécessaire est de 100. Mais attention, là, c'est la vitesse de lecture. Hein. Vérifie bien quelle est la vitesse d'écriture réelle de la carte. Ok, voilà. Après, il y a une autre information. C'est ce qu'on appelle le V. Là, il y a V90. Là, il y a V30. Et là, il n'y a rien du tout. Ok. V90, c'est-à-dire que la vitesse maximum, minimum d'écriture va être de 90 mégabytes. V30, c'est minimum 30 mégabytes. Donc, il faut que tu fasses tes petits calculs. Hein. Si tu vas faire de la vidéo en 4K à 60 images secondes, tu regardes le codec, ça va t'indiquer le taux de transfert en mégabits. Tu divises par 8, ça te donne la vitesse d'écriture minimum dont tu as besoin pour pouvoir transférer sans problème. Donc, tu vois, c'est plein de petites informations qu'il faut comprendre et savoir. Mais attention, j'ai pas fini. Attention, j'ai pas fini. Tu dis, ben voilà, mon appareil indique qu'il me faut minimum telle vitesse, tel minimum, tel ceci, tel cela. Tu achètes une carte qui donne tout ça et ça ne va pas. Pourquoi? Ben, plusieurs raisons. Parce que la carte, il faut qu'elle soit vérifiée par le fabricant. Quelquefois, on te dit des caractéristiques, tu trouves qu'il y a les mêmes caractéristiques et pourtant ça ne marche pas. Donc, essaie de toujours regarder dans le mode d'emploi s'il recommande une carte concrète. Ou regarde sur les forums, sur Facebook ou sur forum photo par exemple, .com de Harvia, tu peux regarder aussi hein, s'il y a des gens qui ont commenté ça. Donc il faut absolument que tu regardes cette information parce que sinon la carte, elle est, en théorie elle devrait marcher mais elle ne va pas. Donc moi je conseille d'éviter les marques exotiques. Par exemple moi je recommande parfaitement SanDisk, Lexar, les Angelbird vont très bien aussi. Hein. Mais si on dit, oh ben la carte machin, on m'a dit qu'elle allait bien, on m'a dit que oui, mais c'est tes sous, c'est pas celle du mec qui conseille. Les conseilleurs ne sont pas payeurs, donc fais attention. Deuxièmement, fais très attention où tu achètes tes cartes. Alors je te recommande, puisqu'on est en français là, Digit Photo, hein, ils ont plein de cartes, c'est des cartes qui sont vérifiées, c'est pas des fausses cartes, parce qu'il y a énormément de fausses cartes. Tu achètes ça sur eBay, c'est une SanDisk, mais en fait, c'est pas une SanDisk, c'est simplement une étiquette d'imitation de SanDisk. Ok. Donc, je te conseille, si jamais tu as acheté chez Digiphoto, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo. Si tu as un code, ça me file une petite aide. Si, s'il te plaît, merci. Hein. Si ça marque, et là où ça marque code promo, si tu as un code promo, tu peux indiquer ton code promo et profiter de ta promo s'il y en a une. Ok. Si tu avais un code ou un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est important. N'achète pas tes cartes n'importe où. Quelquefois, tu as des super offres, mais ce sont des fausses cartes. Donc, achète chez un commerçant correct, connu pour être correct, ou directement de la page du fabricant, mais pas n'importe où. Voilà. Parce que sinon, tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Autre chose importante, il peut y avoir des problèmes avec une carte, même les meilleures. Que faire si ça t'arrive? Eh bien, ta carte, tout d'un coup, tu fais une photo, c'est une erreur d'écriture. Mais tu as fait 400 photos avant. Arrête tout de suite, immédiatement, d'utiliser la carte. Tu la sors de l'appareil et t'en mets une autre. D'où l'importance de ne pas avoir une seule grosse carte, parce que si elle arrête, ben, tu es planté, tu ne sais pas comment faire tes photos, mais d'en avoir plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une corruption de, pas de fonctionnaire, hein, une corruption d'index de ta table, la table index. Toutes les informations sur une carte, sur le disque dur, c'est pareil. Sont pas organisées n'importe. Ça peut une photo peut être séparée en plusieurs petits bouts, une au début de la carte, l'autre à la fin de la carte, voilà. Et il y a une table qui dit, ben voilà, tu prends un boulin, un autre boulin, un autre boulin, un autre boulin, et tu montes et tu présentes la photo à Eric qui veut la voir. Voilà. Si cette table elle est perdue, eh bien la carte c'est impossible de lire la carte.
Alors, il existe des programmes de récupération. Avantage d'acheter du SanDisk, par exemple, ils ont le Rescue Pro, qui est un programme gratuit qui dure 1 an, qui a un code qui vient avec la carte. Après, je crois que c'est 20 € si tu veux la renouveler, n'importe quoi. Et il va reconstruire cet index. Il va chercher toutes les informations qu'il y a sur la carte et va reconstruire les photos. Il va te les présenter pour pouvoir les récupérer. Par contre, si tu as continué à faire des photos, eh bien, ça reconstruit une mauvaise table d'index et ça se trouve, ça surécrit, ça écrit sur les photos qui étaient là. Donc, c'est très important. Quand tu as un problème de carte, arrête tout de suite de l'utiliser. Voilà, ça, c'est le premier truc à faire. Même pas une seule photo. Tu as des erreurs de lecture, tu sors la carte, tu en mets une autre. Ça, c'est super important. Et ensuite, fais attention à tes cartes. Où est-ce que tu les ranges? Comment tu les ranges? Quand tu manipules une carte, surtout les SD qui sont fragiles, regarde ce que tu fais. Ne rentre pas la carte comme un fou dans l'appareil, truc comme ça. Regarde ce que tu fais, ce que tu peux plier une patte ou n'importe quoi. Une patte, c'est pas des pattes, mais il y a des genres de petits canaux en plastique. Il y en a un qui peut se casser, n'importe quoi. Regarde ce que tu fais. Fais attention de ne pas la mettre à l'envers, truc comme ça. Regarde ce que tu fais. Deuxièmement, comment télécharger les photos sur ta carte? Moi, je recommande de ne pas connecter un câble USB pour télécharger la photo, mais d'utiliser un lecteur. Pourquoi? Parce que s'il y avait un problème sur ton ordinateur, ça pourrait faire un problème de surtension dans le câble et peut-être abîmer. Alors l'ordinateur serait peut-être mort, mais ça serait aussi ton appareil photo qui serait peut-être mort. Donc moi je te conseille d'utiliser un lecteur de carte, mais pas n'importe quel lecteur. Il faut que tu utilises un lecteur de carte qui soit capable de supporter la vitesse de ta carte. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent sur une carte qui lit 300 MB par seconde et puis tu as un lecteur qui supporte à peine 50 parce que tu as jeté ton fric. Pour faire la photo peut-être, mais après tu vas passer énormément de temps pour transférer les informations sur ton ordinateur. Okay, donc ça c'est très important. Alors quelle carte je recommande? Eh bien moi je recommande, le plus apte c'est toi de vérifier tes besoins en capacité, type de photo ou vidéo que tu vas faire tes calculs à la main. Et moi, je te recommande sincèrement d'acheter des cartes de marque connues. Il y en a qui disent ah, ouais, mais machin, un truc, ouais, c'est vachement connu et tout. Ouais, parce qu'il y a plein de mecs qui achètent du pas cher, ils disent qu'ils ont essayé, ils en sont contents. Mais ce sont tes photos que tu joues là, c'est pas les leurs. Donc, sérieux, Lexar, Angelbird, SanDisk, ce sont des marques qui vont bien. Il y en a peut-être d'autres, hein, je vexer personne. Mais dès qu'on te dit, oh, il y a une super offre, tel truc, et tu n'as pas entendu parler de la marque, tu es en train de jouer avec tes photos. Tu as payé pas mal d'argent pour avoir un bon appareil photo, pour faire de la photo ou de la vidéo, et tu vas rapiner sur une carte. Et c'est là que ce qui vaut le plus, c'est le contenu que tu fais avec ton appareil. Ce sont tes photos. Et là, tu vas rapiner au moment de garder tes vidéos, tes photos. C'est une erreur. Voilà. Donc, voilà les informations. J'espère que j'ai rien oublié, hein, toutes les petites infos qui vont là, voilà. Ah si, j'ai oublié, hein. Là tu vois sur les SD, tu as un petit lock sur le côté hein, qui te permet de bloquer la carte pour savoir si elle est écrite ou pas. Fais attention, manipule ça doucement parce que si ça se casse, après tu ne peux plus les écrire. Tu pourras lire mais tu ne pourras plus écrire dessus. Eh bien c'était tout sur ces cartes, j'espère que j'ai tout dit. J'ai peut-être oublié des trucs, je ne sais pas. Donc, merci d'avoir vu la vidéo, mais on va dire merci à Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, c'est aussi de la pratique avec des cours que tu dois faire, des exercices que tu dois faire, tu dois les monter sur la plateforme. Il y a un professeur diplômé qui va vérifier ce que tu fais. Et une fois par semaine, tu as rendez-vous avec lui, il va dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, comment t'améliorer, ce qui était mieux, tout ça, etc. Les cours, il y a plusieurs cours, ils en ont 4 je crois, qui va depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro, et ça dure de 8 à 12 mois suivant le cours que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine, certains passent 8, certains passent 15, suivant l'avancement du cours. Mais l'important, c'est de bien voir ce que tu peux apprendre, ce que tu aimerais apprendre, poser toutes les questions dont tu as envie et suivre le cours, parce que je vois énormément de commentaires de gens qui ont fait le cours, qui en sont ravis. Donc, c'est pas pour rien que cette école, c'est une des plus réputées en France. D'ailleurs, si tu voulais te financer par CPF, c'est celle qui a la meilleure note. Voilà. Alors, c'est quoi la manière de financer? Alors, comment financer une formation comme ça? Ça dépend. Tu peux, ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est une manière élégante de dire de ta poche. Après, tu as Pôle emploi qui fait des subventions quelquefois pour aider les gens qui veulent se former, mais pas qu'à ça, autre chose aussi. Et après, tu as le célèbre CPF, compte personnel de formation. Si tu travailles en France, pour chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et tu peux l'utiliser pour te former. Alors, pas qu'à la photo, à d'autres choses aussi. Et donc, suivant ce que tu as accumulé, tu vas pouvoir l'utiliser. Alors, important, si tu vas partir à la retraite, il faut t'inscrire avant, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus
t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite, donc c'est important. Ne va pas perdre ton pécule accumulé durant des années pour un retard d'inscription. Deuxièmement, la loi sur le CPF a changé, donc si elle est appliquée, parce que ce n'est pas encore sûr qu'elle sera appliquée, mais si elle est appliquée, il n'y aura plus de financement à 100% pour tout le monde, sauf pour les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'une partie, tu devras payer toi, mais l'important, c'est la date d'inscription. Donc, inscris-toi au plus vite, même si la formation, tu l'as fait une fois que la loi est appliquée. Et troisièmement, très important, si tu t'inscris de ma part, n'oublie pas, de la part d'Éric Gibaud, tu recevras, après 1 ou 2 mois, je ne sais plus, tu reçois un bouquin avec 350 conseils photos comme soutien pédagogique. C'est mieux de les appeler par téléphone, ce qui te répondent tout de suite à toutes tes questions, tes doutes et tout ça. Mais je te laisse quand même en description le email, le site web et tout ça. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors, si jamais tu acheté chez eux, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibaud, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, tu peux l'utiliser. C'est pas incompatible. Il y a une case pour chaque truc, un code promo et code créateur. Donc, je te remercie. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sainte-Marc et les Flash Westcott. Et aussi d'autres liens affiliés au cas où tu voudrais acheter quelque chose. Et ça me filerait aussi une petite aide. Et puis, qu'est-ce que je mets d'autre? Mon PayPal, au cas où tu voudrais faire un don. Je te remercie beaucoup. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!